Eh bien, le travail de théâtre, pour moi, c'était pas du tout du coaching à l'époque, mais c'est ce travail sur le personnage. Vous voyez ? Comment méditer sur ce personnage à travers d'un texte, à travers l'explication de ça, à travers le travail sur l'articulation. Moi, j'ai découvert le travail de respirer un texte. Vous voyez, il nous faisait travailler syllabe par syllabe. Vous voyez, moi, j'ai travaillé au reste, ça m'a demandé des heures et des heures. Etc. Il fallait travailler, c'est la partie-là. Et du coup, on incarne le texte. Mais il faut passer par là. Et donc, on va incarner le personnage. Alors, chose tout à fait étonnante, les grands maîtres, hein, on fait référence souvent à Jouvet, mais Jouvet était formé par Dulin. Et Dulin, qu'est-ce que faisait Dulin ? Eh bien, Dulin écrivait des lettres à son personnage. Il écrivait la lettre, il la postait, évidemment son adresse, mais il disait, personnage habitant chez Dulin, tac, il envoyait la lettre. Et la lettre arrivait 2 jours après, et il la lisait. Il lisait la lettre que ce que lui avait dit son personnage. Et il répondait à son personnage. Et ça durait comme ça pendant des semaines. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est tout ce travail sur l'altérité, sur la compréhension du cadre de référence de l'autre. C'est une magnifique préparation à notre métier de coach. Vous voyez ? Comment travailler sur... Qu'est-ce que le coaching, si ce n'est instaurer des matrices d'empathie, je reprends les termes de Cohut, une matrice d'empathie, c'est-à-dire un espace-temps où l'autre va être accueilli, accepté dans la profondeur et avec ce souci qu'il soit compris ou qu'elle soit compris. Oui. Donc voilà, le théâtre, après, ça a été, c'est quelque chose d'unique. Oui. Bon, j'arrête là. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des réactions ? Parce qu'il faut que je fasse attention, on peut partir pendant 3 heures là. Alors, est-ce que, si certains par exemple ont lu un peu de mes livres, ou bien celui-là, il y a peut-être quelque chose sur lequel ils ont une question, ou bien d'autres questions qui sont venues à travers votre échange de tout à l'heure. Que ce ne soit pas simplement moi qui parle, qu'on échange. Donc c'est pas venu de moi, c'est pas moi qui me dis je vais écrire le bouquin, j'ai écrit d'autres sur mon initiative, mais celui-là non. Et c'était difficile parce que je me disais mais la sagesse, qu'est-ce que la sagesse ? Et puis pris aussi entre, je suis pas philosophe de formation, mais enfin j'ai quelques teintures, et puis je suis pas anthropologue non plus, mais je suis un praticien disons de la thérapie et du coaching, quoi. Donc j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes. Bon, donc du coup j'ai appris un petit peu quelques heures de vol là-dessus, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? Je me suis dit, dans le fond, surtout poussé par mon petit camarade, là, je me suis dit, un jour, souvent, il l'enregistrait, je le dictais, parce que moi, j'ai du mal à écrire, par contre, j'arrive plus facilement à parler, j'ai besoin de la relation, à parler à quelqu'un. Et donc, on a sorti 20 pages, 30 pages, 100 pages, et puis 2 ans après, on se retrouvait. Il me dit, quand même, il faut que tu avances ton bouquin, on a fait des trucs, mais ça n'a pas donné. Alors un jour, je lui ai parlé de mon expérience des prisons américaines. Bon, j'étais en prison, non pas en tant que prisonnier, je précise, mais en tant qu'intervenant, formé avec David Keller qui intervenait dans les prisons. Voilà, on a fait 50 pages là-dessus. Bon, j'en ai fait 10 lignes dans le bouquin. Et donc, la deuxième partie de votre question, c'est comment je me sens après. Alors, il y a 2 choses. Je me sens après comme après un accouchement. Enfin, si vous me permettez, mesdames, je n'ai pas accouché, mais il y a quelque chose, il y a une gestation, vous voyez, et il y a un accomplishment. Il y a un moment donné, on a sorti le bouquin à peu près, plein de doutes. Quand on a terminé, Guy Patrick me l'a corrigé, me l'a rebraillé des choses en disant qu'il fallait arranger plein de choses et tout. J'étais plein de doutes. Est-ce que c'est assez perso ou trop perso ? Est-ce que il n'y a pas de jargon ? Il faut quand même parler un peu technique. Est-ce que je définis bien le coaching d'une façon qui ne soit pas ésotérique, etc. Donc j'étais plein de doutes. Et puis il m'a dit, mais non, il est bien ton bouquin. Je n'arrivais pas à le croire. Et donc maintenant, avec un peu de recul et le fait qu'il y a eu des feedbacks plutôt positifs dans l'ensemble, sur Amazon, il y a 8 commentaires seulement, 8 à 5 étoiles. Pince-moi, je rêve. Bon. Et sur les 8, il y en a 4 ou 5 qui me connaissent, et d'autres, c'est des gens qui ne me connaissent pas. Donc je me suis dit, bon. Donc il y a une espèce de soulagement d'avoir fait quelque chose. Et ça vient, j'ai 77 ans, ça vient après plus de 40 ans
travail de relation d'aide en tant que thérapeute et en tant que coach et en tant que consultant. Et finalement, j'en suis fier de ce bouquin, quoi. J'ai dit des choses essentielles sur moi. J'ai osé même parler de deux choses dont j'avais peu parlé, qui étaient par exemple le rapport à mon père, le fait que ma première appétence vis-à-vis de la relation d'aide, c'était la graphologie. Quand j'avais 10 ans, j'avais vu dans je ne sais pas quel magazine qu'on pouvait envoyer sa signature et qu'on recevait. Alors j'avais envoyé ça. Et je trouvais ça fascinant, on pouvait découvrir juste en... Et du coup, il y avait un petit cours par correspondance et ma mère, gentiment, m'a payé ce cours par correspondance. J'étais passionné, j'ai acheté des bouquins, tout ça, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, et je me suis fait tout mon argent de poche avec de la graphologie avec mes copains. C'était pas une opération financière gigantesque, mais j'avais accès. Et comme mon père, quand je le raconte dans mon histoire, en plus, je suis d'une famille très catho, très religieuse, il y a du bric-à-brac, mais il y a des choses très bien. Et du coup, j'étais très touché de ça. Enfin, j'ai une sœur qui était peut-être sœur des pauvres, j'ai un frère qui est frère de Sion et qui est un grand talmudiste, qui est décédé j'étais le dernier de 6 enfants. Hein. Et mon père, à 14 ans, me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui dis j'aimerais être psychiatre. Je ne savais pas très bien ce que c'est. Et il me dit « Mais pourquoi psychiatre ?» Lui, c'était un ingénieur du corps des mines, polytechnicien, etc. Il me dit « Psychiatre, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Et puis, avec mes petites culottes courtes, là, comme ça. Et je dis « Parce que je veux lire dans les âmes. » Et j'avais cette idée de la graphologie, de découvrir le mystère de la personne et la figure du curé d'Ars. J'avais été très touché par le curé d'Ars, ce petit curé de campagne, de rien du tout, qui avait à peine réussi à être prêtre, parce qu'il n'arrivait pas à écrire et tout ça, et qui passait 12 à 14 heures dans son confessionnal en mangeant 3-4 pommes de terre et à guérir des personnes. Je trouvais ça sublime. Et donc c'est ça que je voulais faire à 14 ans. Et mon père m'a dit, ben oui, je comprends, tout ça c'est bien, tout ça, mais enfin, la faculté, enfin, et je suis sorti 1 heure après du bureau de mon père, c'est un truc impressionnant. Évidemment, il y avait Polytechnique, quoi, il n'y avait pas d'autre option, quoi. Heureusement, j'ai réussi à pas le faire, enfin bon, donc voilà. Mais ça m'a mis dans un tuyau jusqu'à l'âge de 27 ans, 30 ans, quoi. Hein. Voilà, donc j'ai parlé de ça. Et j'ai pu retrouver, dans la rencontre, en sortant du monastère, où il y avait aussi cette dimension, évidemment, de lire dans les âmes, ça. Mais c'était plutôt la relation avec les personnes et d'écouter les personnes qui étaient mon appétence profonde. Et la découverte de Rogers, ça a été aussi... il a l'analyse transactionnelle de découvrir parents adultes enfants, mais c'est génial ce truc-là. Puis j'ai rencontré des grands thérapeutes, etc. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça, et je veux travailler sur moi. Et puis le travail corporel, la bio, mon premier séminaire de bio, où j'ai découvert que j'avais fait du yoga d'une façon intense pendant 4-5 ans, mais vraiment très très intense. Mais j'avais des tensions dans le corps dont je n'avais pas conscience, et ces tensions disaient les choses de mon histoire que je n'avais pas du tout traitées. Du coup, les émotions sont sorties, ça a été une libération, etc. Tout ça me préparait au coaching. C'était une ouverture à l'intelligence émotionnelle. Donc j'évoque ça un peu dans le livre. Et donc le fait de pouvoir dire ça, et puis de voir que petit à petit, à travers les autres rencontres avec l'Organization Development, quoi, cette communauté humaine, de voir que l'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, et que cette communauté humaine, si on l'accompagne, c'était du coaching avant la lettre, et qu'on lui fait confiance, et ben elle va se développer, créer de l'autonomie, etc. Donc c'est toutes ces étapes-là que j'évoque rapidement, et qui fait que, voilà, finalement, je suis arrivé, après 45 ans, ou 40 ans, à exercer un métier que j'espère exercer jusqu'au bout. J'espère mourir comme Molière est mort sur son siège de comédien, moi mourir sur mon siège de coach, quoi. On fait la version courte ou la version longue? Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais je vais essayer d'être bref. Je pense que le chemin spirituel que l'on peut vivre, d'engagement spirituel, comme par exemple, j'étais en Inde, mais j'ai surtout vécu dans un ashram en Hollande, mais j'ai vécu avec un maître, disciple, brahmachari, ce qu'on appelle, je devais devenir sannyasin quelques mois plus tard, quoi.
En fait, ce dont il s'agissait pour moi, c'était d'accéder à l'être, voilà, à mon être. Voilà, c'est ça, on peut dire, vous voyez. Alors, quelle place Pour moi, on m'a souvent demandé quelles sont les qualités du coach. Bonne question. Eh bien, j'ai emprunté ça à Alexander Lowen. Alexander Lowen est un des... qui est mort maintenant, mais qui était avec Pierre Akos, élève de Reich, donc disciple de Freud, mais Reich qui a vraiment fait un travail fondamental sur le corps, sur l'armure corporelle, sur le caractère, ce qu'on appelle le caractère, le système de défense psychique qui correspond au système de défense corporelle. Au cas où vous ne savez peut-être pas, nous avons tous une armure corporelle qui est faite de tensions chroniques inconscientes dans notre corps et qui sont le résultat de traumatismes qu'on a vécus. Je prends l'exemple assez classique du petit garçon que j'ai été. Je tombe, j'ai 4 ans, 5 ans, je pleure, j'ai mal. Et quand je redresse la tête, je vois mon père qui dit « Un homme, ça ne pleure pas !» Et donc le petit garçon, devant l'injonction paternelle, bloque son diaphragme, bloque tous les muscles du dos, il bloque sa mâchoire, il bloque le système lacrymal, et si ça se trouve, si l'événement se reproduit un peu devant le modèle paternel, il ne pleurera pas jusqu'à l'âge de 30 ou 40 ans. Donc c'est inconscient, évidemment, tout ça c'est décidé. Donc le corps a enregistré ce qu'on appelle une armure, et cette armure correspond à un système de défense psychique. Bon. J'ai travaillé là-dessus pendant des années, et notamment avec les plus grands thérapeutes qui étaient Pierre Akos, avec lui et Lowen, et avec Fourcade, et avec Bindrim, le travail en piscine d'eau chaude, régressif, etc. C'était des travaux fondamentaux. Et un jour, j'entends Lowen dire quelles sont les qualités du thérapeute. Or, souvent, quand on dit « je veux me former au coaching » ou « je veux me former à un thérapeute », je viens pour apprendre des techniques. En fait, c'est très secondaire, très important, mais secondaire. Et ce que m'a révélé Lowen, et que j'ai repris complètement à mon compte, je l'ai travaillé et puis je l'ai théorisé à ma façon aussi, c'est que la première qualité, c'est une qualité d'être. Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant « j'ai trouvé une forme de sécurité ontologique complètement paradoxale », parce que je sais que je suis mortel, que j'ai une finitude, je ne suis pas tout puissant, j'ai des limites, j'ai des blessures, et en même temps je suis bien avec ça. Et paradoxalement, dans ces faiblesses que je trouve ma force. Alors ça rejoint Saint Paul, bien sûr, c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc, premièrement, qualité d'être. Vous voyez, une des qualités principales que l'on trouve, et dans la formation CT, je dis pourquoi vous allez faire la formation CT ? Il va y avoir une certification. Quel va être le critère que vous êtes certifié ? Vous allez apprendre des techniques, de la théorie, vous savez faire du coaching, etc. Mais quel est le critère important que vous devez atteindre ? C'est la recommandabilité. Et la recommandabilité, c'est la réponse à la question « Est-ce que je lui enverrai un client, ce bonhomme-là » Cette fille. Vous voyez ? Et ça, c'est pas rationnel. Il y a du rationnel, mais c'est pas rationnel. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ineffable. C'est de l'ordre de l'intuitu personné. C'est de l'ordre du fit. Vous voyez, ça marche, voilà. Et donc ça, c'est la qualité d'être de la personne. Il y a des gens qui sont intelligents, vous les entendez, vous dites, putain, il est intelligent, alors rien. Et puis il y a des gens, vous dites, il est intelligent, mais il me rend plus intelligent. Vous voyez, voilà. Il y a des gens qui sont bien, mais ils sont d'une qualité telle que vous vous sentez mieux vous-même. C'est ça la qualité d'être. Vous voyez ? Ça, c'est la qualité principale. Après, c'est la capacité de gérer une relation, de ne pas se laisser embarquer par la pathologie de l'autre, la névrose, les manipulations conscientes ou inconscientes de l'autre. Vous voyez ? Donc, savoir gérer une relation et créer justement cette matrice d'empathie. La troisième qualité, c'est de la compréhension des enjeux de l'autre. C'est-à-dire, je peux me mettre à la place de ce qui préoccupe la personne, dans son identité personnelle, dans son identité professionnelle, organisationnelle, etc. Vous voyez ? Je comprends les enjeux. Et après, il y a les techniques. L'écoute, la reformulation, etc. Vous voyez ? Et il faut tout ça. Eh bien, pour moi, ce que je cherchais dans la spiritualité, c'était une dimension assez verticale, et qui était cette qualité d'être. J'avais, tout en vivant l'expérience du théâtre, j'avais découvert mes émotions,
Une des premières rôles que m'a fait travailler mon maître, mon prof, c'est un maître, il m'a fait travailler Oreste, dans Andromaque. Je ne sais pas si vous connaissez Oreste, c'est celui qui est fou et qui part dans un délire pour qui sont ces serpents qui sifflent sur le côté. Il a une vision de serpent partout, il devient complètement parano. Et tout le travail des personnages, de représentation, en fait, ça me permet d'accéder à un autre état de conscience que m'a permis le yoga. Vous voyez, de découvrir la relaxation. J'ai découvert qu'il ne s'agissait pas seulement de contracter ses muscles, mais d'apprendre à les étirer. Ça n'a rien à voir. Et ensuite d'apprendre à vivre la relaxation. Vous voyez, Shavasana, quand vous mettez la posture du cadavre, etc., si vous l'avez pratiqué, c'est la posture la plus difficile. Plus difficile, parce que le mental est agité, il faut qu'il se calme, etc. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux vivre. Et du coup, ça m'a attiré à la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, je l'ai vécue avec des moines. Je voulais le faire avec des gens sérieux, pas le curé du coin, enfin pardon, mais avec des gens qui vivaient ça vraiment profondément. Oui. Du coup, ça m'a amené aussi à vouloir rencontrer un maître hindou, etc. Et du coup, c'était une certaine qualité d'être que je cherchais à vivre et que je crois vivre relativement dans mon métier de coach. C'est-à-dire que quand je travaille, alors après ça, la théorisation sur Rogers, etc., le prince, les transactionnalistes appellent ça le prince, cette partie la plus centrale de moi, finalement, c'est la partie la plus spirituelle, la noésis, que dira Frankel, que reprend Sarfati magnifiquement dans son livre là-dessus, c'est ça. C'est nous ne sommes pas simplement psychosomatiques, nous sommes pneuma-psychosomatiques. Nous sommes des êtres spirituels profondément. Et donc, dans mon métier de coach, c'est central. Et tout le travail que je fais en tant que coach ou en tant que formateur, les CT qui sont ici pour en témoigner, c'est de les entraîner à identifier le prince ou la princesse qui est en nous, et de l'activer, et de créer les conditions où le prince ou la princesse du client va pouvoir s'activer. C'est une certaine qualité d'être. Et c'est au-delà du rationnel, c'est au-delà même des émotions. Vous voyez ? Et c'est... Alors, la place que ça, elle est absolument centrale. Le théâtre, le travail du yoga m'a permis de le découvrir, de le travailler. La pratique de la vie spirituelle intense que j'ai pu vivre dans l'ashram, etc., et au monastère, c'est ça. C'est cette possibilité. Moi, quand je fais du coaching, souvent les gens me voient dans une démonstration. Bon, mais c'est de l'ordre d'une Pentecôte, c'est de l'ordre de l'Esprit Saint. Vous voyez ? Alors là, je livre, pardonnez-moi, je ne fais pas du prêchi-prêcha, mais je le pense profondément, je suis chrétien. Et pour moi, ce qui se passe dans une séance de coaching, en analyse transactionnelle, on parlera de l'intimité, c'est-à-dire le moment où on atteint quelque chose qui est au-delà des mots et qui est une expérience de communion, voire même une expérience de communion qui dépasse les deux acteurs. Et très souvent, quand le coaching se passe, c'est pas la même chose en thérapie. Quand le travail en profondeur se fait, les gens autour sont en communion. Alors, c'est pas religieux au sens, vous voyez, du tout, hein, mais c'est de cet ordre-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe de mystérieux. On est des mystagogues, on conduit au mystère de la personne, et on est dans l'ineffable. Vous voyez. Et ça n'est possible que par un entraînement. Psychique, mais aussi par la prière, par la méditation, par le fait que, pour moi, ce n'est plus moi qui travaille. Vous voyez, je me mets en posture, et pour moi, dans ma foi, c'est Dieu qui travaille à travers moi, et à travers l'autre. On peut prendre des métaphores, si vous voulez, de la physique quantique. Hein. Dans la physique quantique, que je connais très mal, mais un tout petit peu, si vous voulez, vous savez que la corpuscule qui est l'atome peut être une corpuscule matérielle, ou bien se transformer en onde. Eh bien, un être humain, c'est pareil pour moi. C'est un être humain, c'est un corps, mais c'est une onde. Vous voyez, moi, ce que je vis très souvent, par exemple, à EVH, des amis là, EVH, c'est entreprise vivante par et pour des hommes vivants. Hein. On parle dans le livre Oser la confiance que j'ai écrit avec Bertrand Martin. Bertrand Martin l'a fondé. Bon. Eh bien, ce qui se vit dans ce club de patrons qui viennent là pour se remettre en cause, c'est intéressant. Il y a 2-3 ans, on a fait venir une agence de pub en disant quand même on ne fait pas du tout de pub sur ce qu'on fait, il serait bien de dire qu'est-ce que c'est EVH. On n'est pas arrivé à le définir. Parce que les gens disent ben oui, c'est comment vous dire, il faut le vivre, on se rencontre, on s'écoute, on se ressource, on partage, on va dans la profondeur, on est dans l'ineffable.
voyez? Eh bien, cette dimension ineffable, pour moi, c'est le cœur de l'être humain. Sa dimension d'être, voyez? Est-ce qu'on peut y arriver? Oui, on peut y arriver. Ça se travaille. Nous avons un des plus grands astrophysiciens français, même mondial, qui sort un livre qui va s'appeler L'instant présent. C'est bien ça? Et Jacques a caractérisé, après des recherches philosophiques, scientifiques, etc., ce qu'est l'instant présent. Ça va? Alors on échange souvent, je ne comprends pas grand-chose quand il me dit des trucs, mais enfin bon. Et vous voyez, je pense que ça, c'est un des aspects clés de notre métier. C'est le rapport au temps et le rapport à l'éternité. Eh bien, dans l'instant présent, on a le doigt qui touche l'éternité. Vous voyez? L'éternité, c'est pas... C'est fou la représentation que moi j'ai eue pendant des dizaines d'années. L'éternité, c'est pas l'au-delà après la mort, c'est maintenant. Et l'éternité, on peut l'atteindre maintenant, à chaque instant. Dans le travail de coaching, moi j'ai le sentiment de l'atteindre. Dans le travail de thérapie, quand la personne s'ouvre, ouvre son cœur et qu'on vit ce moment de communion, ben on appelle ça l'intimité. C'est quoi l'intimité? C'est un moment où on n'a plus besoin de parler. Avec mes petits moyens, je dirais que ce que nous vivons, c'est une sagesse. C'est-à-dire, c'est la sagesse. Je crois que c'est Comte Sponville que je connais bien. Enfin, j'ai beaucoup. J'ai été marqué, si vous voulez, sur la définition de la santé. J'ai travaillé beaucoup en thérapeute. C'est quoi la santé? Or, vous avez 8 ou 10 définitions de la santé. Dans mon livre sur dans le livre Au cœur de la relation d'aide, je définis ça, je reprends ça. Dans d'autres livres aussi, je l'évoque, si vous voulez. Il y a 8 définitions différentes. Juste un mot. Il y a une première vision de la santé qui est la vision du médecin allopathique, c'est-à-dire qui donne des médicaments. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout négatif. Et le professeur Le Riche, qui est un grand professeur du XXe siècle, avait donné cette définition de la santé, c'est le silence des organes. C'est-à-dire il n'y a plus de symptômes. Voilà, c'est la santé. Sauf que cette définition-là, qui a prétention scientifique, n'a pas suffi, parce qu'on s'est aperçu, les médecins, à partir du moment où on a découvert la psychanalyse, qu'il y avait des choses qu'ils n'arrivaient pas à traiter. En face de la mort, en face de certains symptômes, notamment l'hystérie de conversion, ils n'arrivaient pas à le théoriser, mais ils n'arrivaient pas à guérir certains clients. Donc il fallait autre chose, ce n'était pas des médicaments qui allaient guérir le symptôme. Et grâce à Freud, pour faire court, on s'est aperçu que le symptôme était un cri silencieux, que le corps disait ce que la personne n'arrivait pas à dire. Et donc l'accès à la santé, même si le but n'était pas la suppression du symptôme, ni même la guérison est de surcroît, passait par le déblocage des conflits inconscients. Donc la santé, pour un psychanalyste, c'est l'accueil de sa problématique inconsciente. Vous voyez, qui n'est jamais totalement finie. C'est on ouvre l'inconscient à ciel ouvert, quoi. Boum, ça y est, voilà. C'est ça la santé pour un psychanalyste. On peut dire ça. Je fais attention parce que Et puis on s'aperçoit que ça ne suffit pas non plus. Parce que les psychologues humanistes disent « Ouais, mais alors s'il faut 5 ans, 10 ans, 15 ans sur le divan pour y arriver, c'est peut-être pas suffisant. » Et des gens comme Berne, par exemple, ont dit « Analyze now, change now, analyze later ». Autrement dit, on peut assez vite traiter le symptôme sans nier la dimension psychanalytique, mais on va pouvoir... en fait, parce qu'il a été refusé par les psychanalystes, il a dit « je ferais mieux qu'eux », etc. Enfin, il a inventé ça. Et les psychologues humanistes travaillent sur une autre représentation du thérapeute, du client, et de la santé. Autrement dit, la santé, c'est pas ne pas avoir des symptômes et pas avoir des problèmes, c'est de prendre la responsabilité de sa vie. C'est ça, la santé. Et le thérapeute, il va pas rester neutre, comme serait le psychanalyste. Enfin, c'est très réducteur ce que je dis là, mais il va s'impliquer, il va aider, il va témoigner, il va intervenir corporellement, ce que ne fait pas le psychanalyste, etc. Et donc, il va créer la responsabilité de sa vie.
la personne prend sa vie en main, quoi. Voilà. Et ça va se retrouver même dans des aspects somatiques, hein, puisque en faisant de la visualisation, etc. Bon. Mais on s'est aperçu que c'était plus complexe que ça. Et c'est là que les Václavic, Palo Alto, etc. est arrivé. Et on s'est aperçu que finalement, la personne qui accusait le symptôme, c'était la plus saine du système dans lequel elle se trouvait. Vous voyez ? On s'aperçoit qu'une famille pathologique, schizogène, eh ben c'est le petit schizophrène qui est le plus sain du système qui était pourri. C'est donc complètement paradoxal. Vous voyez ? Donc la santé, c'est retrouver un système qui devient sain et qui n'a plus besoin de ce symptôme que l'on évacue. Parce que dans les familles pathogènes, nous sommes une famille formidable. Nous avons des valeurs très fortes, des traditions, etc. Il n'y a pas de problème. Il y a un petit schizophrène qui nous emmerde de temps en temps, il faut le virer, etc. Oui. Alors on le vire, on le fait traiter ailleurs, il revient, poum, ça se reproduit. Parce qu'évidemment, le système le maintient. Vous voyez ? On voit ça dans les organisations, c'est pareil. Donc l'approche systémique va regarder la santé comme justement ces différentes dimensions, notamment systémiques, qui tiennent aux relations entre les personnes et pas simplement la boîte noire de la personne. Et puis il y a une autre approche de la santé qui est la question du sens. Et ça, alors déjà les psychanalystes l'avaient bien noté, mais des gens comme Frankl ont dit non, il ne suffit pas de traiter la psyché et de traiter le corps, il faut traiter la dimension spirituelle de la personne. Ah, l'être humain ne peut pas se réduire à être psychosomatique, il a une dimension du sens, la noésis, il fait partie de la noosphère, et il faut qu'il réintègre la noosphère. Il faut qu'il trouve un sens à sa vie. Il ne suffit pas qu'il la prenne en main, qu'il veuille traiter des symptômes, il faut que ça trouve un sens à sa vie. S'il n'y a pas ça, et il découvre des pathologies qui n'avaient pas été nommées jusqu'à présent. L'exemple très simple de la dépression, elle n'est pas seulement réactionnelle, suite à un traumatisme, elle n'est pas simplement endogène, du fait de la naissance, enfin des problèmes. Non, elle est noogène, c'est-à-dire qu'elle vient de ce que la personne a perdu du sens dans sa vie. Et il y écrit, Frankl, qui est pour moi, il se dit un nain sur les épaules du géant Freud, hein, au-dessus de Freud à mon avis, il a découvert que 20 à 30% ou 40% des dépressions que l'on pouvait voir étaient des dépressions noogènes, de la perte de sens. Donc vous voyez, ça fait déjà 6 définitions de la santé différentes. Et moi j'en rajoute une, je prends ce qui existe déjà, c'est qu'il y a une dimension spirituelle de l'être humain qui peut être vue dans une perspective mystique. N'ayons pas peur des mots. Elle prend la forme religieuse, mais la religion c'est rien, la religion c'est un habillage. À l'intérieur c'est la mystique. Ce qu'il y a de commun entre un chrétien ou un soufi, c'est ça, c'est le rapport à la spiritualité. Vous voyez ? Eh bien, je donne un exemple très important, c'est ce rapport à la vie spirituelle. Alors évidemment, chacun a sa définition, son cadre de référence, mais il s'agit pour la personne, à un moment donné, de dire qu'est-ce qui est premier, finalement, dans ma santé. Est-ce que c'est ma santé physique, je vais voir le médecin? Est-ce que c'est ma santé relationnelle, je vais voir le psy? Ou si on m'annonce que je suis dans un bateau et que le bateau coule, il va mourir, etc. J'ai 3 portes. Et je suis juif ou chrétien, ou est-ce que c'est le psy que je vais voir? Est-ce que c'est le médecin? Ou est-ce que je vais voir le représentant de la vie spirituelle auquel je crois? Vous voyez, en face de la mort, en face de la mort, oui. Et donc parfois, c'est peut-être cette dimension-là. Et c'est très intéressant parce que pour moi, en tant que croyant, alors j'ai suffisamment, à mon avis, exploré d'autres formes, donc je ne suis pas du tout dans cette forme, dire la seule qui convient. Enfin, c'est la mienne, mais je suis prof. Je travaille beaucoup avec les musulmans actuellement, au Maroc notamment, avec des musulmans très profonds. J'ai des amis juifs aussi avec qui je partage énormément. Donc je ne cherche pas, je ne suis pas prosélyte si vous voulez, mais on a en commun cette dimension-là. Et finalement, ce qui est important, c'est la sotériologie. On passe de la philosophie à la sotériologie, c'est-à-dire au salut. Qu'est-ce qui va donner
ma vie une dimension de salut. Je prends la forme, permettez-moi une citation de l'Évangile, que je trouve absolument indépassable. Le Christ, quand il guérit le paralytique, avant de guérir le paralytique, qui est passé par le toit, vous connaissez peut-être cette histoire, on a fait passer le paralytique par le toit. Il y a une foule, le Christ est là, et puis il y a des amis d'un paralytique, ils n'arrivent pas à rentrer, ils enlèvent les tuiles du toit, ils le font descendre, et il arrive là. Et le Christ, quand il lui dit ça, enfin dans ce que dit l'Évangile, il dit « tes péchés te sont remis ». Pour les Juifs, c'est insupportable. Qui peut remettre les péchés? Quel est cet homme qui se dit qu'il n'y a que Dieu qui peut enlever les péchés? Et il dit, pour montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir d'enlever les péchés, prends ton grabat et va et marche, lève-toi et marche. Autrement dit, la guérison du symptôme physique n'est que le sens du salut. Mais ce qui est important, c'est le salut, ce n'est pas la maladie physique. Vous voyez, en termes de valeur fondamentale. Alors pour moi, la sagesse, c'est tout ça. Pour moi, la sagesse d'un coach, c'est d'avoir construit un cadre de référence qui ne soit pas une doctrine, mais une théorie, comme dit Morin. Morin fait la distinction magnifique entre théorie et doctrine. La doctrine, c'est qu'on a construit, tac, avec des frontières et tout ça. Ça devient une idéologie, etc. Non, une théorie, c'est quelque chose qu'en science, on sait bien qu'une science n'est science que si elle peut être dépassée par une autre science ou par une autre étape. Ça, c'est Comte, Auguste Comte, le déterminisme. Donc, pour moi, la sagesse, c'est justement ça. C'est être dans une théorie qui reste ouverte en permanence à la parole de l'autre, etc. Mais qui a fait le détour. La simplicité ne peut pas faire l'économie du détour par la complexité. Dans le travail thérapeutique, ça, j'ai vraiment vécu ça avec des grands thérapeutes, c'est tout simple. C'est prendre l'autre dans les bras, c'est dire une parole, etc. Mais c'est un peu comme la médecine, c'est 7 ans ou 12 ans avant de planter l'aiguille. Vous voyez, c'est ça, c'est avoir fait ce chemin qui fait que je vais comprendre, enfin, tenter de comprendre, parce que je ne peux pas dire que j'ai compris, mais la personne se sent compris. Il y a une relation qui s'est créée dans l'amour et qui fait que cette relation devient guérissante. Pour moi, c'est ça la sagesse. Alors, je vais terminer, si vous me permettez, c'est pas original parce que j'ai un répertoire assez limité, mais quand même. On va essayer. Tu pourras dire à Georges. Hein, bon. Donc, un petit peu de Beethoven quand même. N'ayons pas peur des mots.